La diplomatie comme solution au conflit en Libye, la Turquie et la Russie appellent à un cessez-le-feu. Les deux pays soutiennent pourtant chacun l'une des forces qui dirigent le pays. En République démocratique du Congo, l'accalmie sur les cas d'Ebola aura été de courte durée. Un nouveau cas de confirmation du virus a été enregistré à Bénin. Des centaines de victimes ont déjà péri du fait de la maladie. Et puis, l'Ouganda libère 9 prisonniers rwandais. Le geste participe à l'apaisement des tensions entre les deux États. Les anciens détenus ont été conduits à Gatuna, une frontière qui sépare les deux pays. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le casse-tête s'est accentué en Libye depuis que le maréchal Khalifa Haftar a démarré en avril son offensive contre Tripoli. Le risque d'une internalisation du conflit suscite un chassé-croisé diplomatique inédit. Dans le même temps, Ankara et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu. Ankara et Moscou, qui se sont imposés ces derniers mois comme des acteurs clés en Libye, ont appelé cette semaine à un cessez-le-feu le 12 janvier. Ce, en dépit des divergences d'intérêts des deux pays sur ce dossier. Ankara affirme que 2500 mercenaires russes combattent aux côtés de Haftar, ce que dément Moscou. L'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, est également soutenu par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, des rivaux régionaux de la Turquie. Le balai diplomatique s'est donc accéléré après l'annonce par la Turquie d'envoi de troupes en soutien au gouvernement d'union nationale. Cette annonce a suscité des craintes d'une nouvelle Syrie. L'émissaire de l'ONU en Libye s'est félicité de l'initiative russo-turque et a exhorté toutes les parties à cesser immédiatement toutes les opérations militaires en Libye. Sur le terrain, les combats font toujours rage au sud de Tripoli, où les pro-Haftar tentent toujours de rentrer dans la ville, auréolés par leur conquête éclair lundi de Sirte, verrou stratégique entre l'Est et l'Ouest de la Libye. Depuis 10 jours, Isabel dos Santos, en Angola évidemment, dénonce dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux les accusations dont elle fait l'objet dans le cadre d'une opération anticorruption, une opération lancée par le gouvernement angolais. Elle estime que ce procès lui est fait à coup de mensonges, de fake news ou de faux témoignages. Communiqué, interview, tweet, elle ne s'arrête plus. Ces derniers jours, Isabel dos Santos fait feu de tout bois contre les accusations de détournement de fonds publics de la justice angolaise, bien décidée à défendre fièrement son empire. D'ordinaire peu férue d'épanchement médiatique, c'est elle-même qui a cette fois-ci organisé la contre-attaque. Cette semaine encore, Isabel dos Santos, qui vit à l'étranger, a attribué sa mise en cause à un règlement de compte au sein du MPLA, le parti qui dirige l'Angola depuis son indépendance en 1975. Le mois dernier, un tribunal a annoncé le gel des comptes bancaires et des actifs de la milliardaire, incarnation du népotisme reproché à son père, l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, pendant ses 38 ans de règne sur l'Angola. Selon le parquet général, Isabel dos Santos et son mari d'origine congolaise, Sindika Dokolo, sont soupçonnés d'avoir détourné $1 milliard des groupes publics de pétrole Sonangol et de diamants Sodiam au profit de leurs affaires privées. La sanction des juges a ravivé la guerre que se livre depuis 2 ans la famille de l'ex-chef de l'État, José Eduardo dos Santos, et son successeur João Lourenço, qui a promis d'éradiquer la corruption. Au Togo, 10 personnalités ont déposé leur dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle prévue pour le 22 février prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Commission électorale nationale indépendante. Au total, 10 dossiers de candidature à l'élection présidentielle de février 2020 au Togo ont été enregistrés à la clôture du dépôt des dossiers mercredi à minuit. La commission électorale va désormais procéder à un examen préliminaire de l'ensemble des dossiers enregistrés qui seront ensuite transmis au ministère de l'Administration territoriale pour la suite du processus. La liste définitive des candidats retenus sera publiée par la Cour constitutionnelle au plus tard le 28 janvier prochain.
Selon des sources proches de la commission électorale, parmi les candidats enregistrés figure Jean-Pierre Fabre, chef de file historique de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, l'ancien Premier ministre et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, Kodjo Agbeome, et le président Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat. Ce dernier est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, Gnassingbé Adema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Il a été réélu en 2010 et en 2015, au terme de scrutins contestés. Et en République démocratique du Congo, alors que les populations commençaient donc à avoir l'espoir de la fin d'Ebola, un nouveau cas vient d'être confirmé et a été enregistré, c'était le mardi dernier à Béni. Pourtant, 29 jours d'accalmie se seraient donc écoulés. Voyons tout cela dans ce reportage. Avec un nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola enregistré mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, la crainte d'une résurgence de l'épidémie est plus que jamais vive. Le malade, un homme de 40 ans, avait été en contact avec une personne décédée d'Ebola fin décembre, selon le comité chargé de la riposte contre Ebola en RDC dans son dernier bulletin daté de mercredi. Selon les autorités sanitaires, au moins 108 contacts ont été prélistés autour de ce cas, dont 14 membres de la famille. Ainsi, la zone de santé de Béni est à nouveau infectée à partir de l'aire de santé de Bunji où sont placés les déplacés en quête du vaccin contre le virus Ebola. La RDC lutte contre une épidémie déclarée en août 2018 et qui touche actuellement les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri avec au total 2235 morts. Les activités de riposte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison de l'insécurité due à des violences armées dans cette zone où opèrent des groupes armés. L'ONG Médecins sans frontières avait par exemple annoncé début décembre qu'elle retirait ses équipes de la région de Biakatomine où 3 agents de la riposte anti-Ebola avaient été tués dans une attaque armée fin novembre. Et on parle à présent de la libération par l'Ouganda de 9 prisonniers rwandais. Les anciens détenus sont arrivés à la frontière entre les deux pays, Gatuna. Le geste vise à apaiser les tensions entre ces deux États voisins qui en sont donc venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. En signe de bonne volonté, l'Ouganda a libéré mercredi 9 prisonniers rwandais alors que les tensions sont vives depuis plusieurs mois entre les deux voisins. Le gouvernement ougandais espère que les autorités rwandaises imiteront ce geste de bonne volonté. Selon les informations disponibles, ces personnes vivaient en Ouganda sans les papiers nécessaires. Et il y a eu d'autres accusations portées par d'autres organisations à leur encontre. Mais le gouvernement de l'Ouganda a décidé de retirer les accusations portées contre eux, conformément au protocole d'accord signé entre les deux républiques de l'Ouganda et du Rwanda. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères à Kampala, l'Ouganda s'attend à ce que le Rwanda lui rende l'appareil. Nous les avons amenés ici. Comme vous pouvez le constater, ils sont en bonne santé. Et nous espérons qu'ils recevront les papiers nécessaires. S'ils veulent revenir en Ouganda, cela devrait se faire dans l'esprit de la coopération est-africaine et dans le respect des lois du Rwanda et des lois de l'Ouganda. L'Ouganda et le Rwanda avaient signé en août un accord par lequel ils s'engageaient à respecter leur souveraineté réciproque et à s'abstenir d'actions de déstabilisation sur le sol adverse. Mais les discussions qui ont suivi pour mettre en œuvre des mesures pratiques se sont révélées difficiles et à l'issue d'une rencontre en décembre, les deux pays ont échoué à s'accorder sur les termes d'un communiqué final. Et pourtant, les deux dirigeants étaient des alliés proches dans les années 80 et 90 quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. En France à présent, la mobilisation contre la réforme des retraites prend une nouvelle allure. Le chef de file de la France insoumise a de son côté exhorté ce jeudi toutes les professions à se joindre au mouvement de grève et à entrer dans le combat, ce pour que le gouvernement puisse donc retirer son projet contesté. Cheminots, enseignants ou encore avocats
ont jeudi défilé à Paris contre la réforme des retraites. Ils étaient plusieurs milliers de manifestants. Avant le départ de la manifestation, le leader de la CGT, Philippe Martinez, en pointe de la mobilisation, a dénoncé l'attitude provocatrice du gouvernement et dit s'interroger sur sa volonté de discuter, de prendre l'avis des organisations syndicales. Rien n'est perdu. La balle est dans le camp du gouvernement. Soit on écoute, soit on gouverne contre son peuple. C'est ça l'enjeu. Et je vous le dis, il y a dans beaucoup de professions 72 heures de grève aujourd'hui, demain et samedi. Je pense par exemple, tous les ports publics sont en grève aujourd'hui, en grève à 100%. À EDF, à la réparation navale marseillaise, dans les transports publics, il n'y a pas que la RATP. Je pense que par exemple à Marseille, la RTM aujourd'hui ne travaille pas et je pense qu'ils seront de nouveau en reconductible demain. Donc la mobilisation, elle est toujours à un très haut niveau. En tête de cortège, une dizaine de femmes en bleu de travail et gants de vaisselle jaunes dansaient au son de la chanson « À cause des garçons » dont les paroles avaient été modifiées à l'occasion. À cause de Macron, grande perdante, nous serons. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants avaient déjà défilé dans la matinée dans de nombreuses villes, comme à Clermont-Ferrand. Ils étaient entre 6 000 selon la police et 18 000 selon les organisateurs. Et cette note de sport à présent, après le sacre de Sadio Mané, désigné donc mardi dernier meilleur joueur africain de l'année 2019, les Sénégalais ne cachent pas leur joie, leur admiration et leur fierté. Pour beaucoup, l'attaquant de Liverpool est une véritable source d'inspiration, surtout après cette consécration. On est très content qu'il ait obtenu ce ballon d'or enfin, parce qu'il a mérité depuis toutes ces années. Il était là, deuxième. Il le mérite vraiment, mais le seul souci, c'est qu'il n'est pas arrivé aujourd'hui, parce qu'on a hâte de fêter ça avec lui. On est très content qu'il l'ait pris. Tout le monde est fier ici au Sénégal. Enfin, on a notre troisième ballon d'or après ce gagné par la légende El Hadji Diouf. On n'était pas très content du résultat France Foot pour Sadio Mané parce qu'il méritait au moins d'être sur le podium. On croit que c'est une injustice, mais quand même c'est fini. Sadio Mané a gagné un ballon d'or. On est très très content. Il a été exceptionnel tant en championnat qu'au Sénégal. Alors, bravo à Sadio Mané et que le futur soit meilleur. Tout le peuple regardait comme une investiture. Parce que, imaginez Sadio Mané, il est parti de rien. Il a fait beaucoup de... Vraiment, il a dépassé sa volonté pour arriver jusque-là. C'était une fierté pour le peuple sénégalais, mais particulièrement pour la jeunesse africaine. En tout cas, Mané, on te dit, we love you. Oui, on était tellement contents de voir Sadio Mané sur le podium être le ballon d'or. On attendait même ça être ballon d'or mondial, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on est fiers de le voir comme meilleur joueur africain, sincèrement parlé. Il nous a beaucoup inspiré, il nous a montré qu'à base de rien, on peut devenir quelqu'un. Oui, on est déçus parce qu'on pouvait fêter ça avec lui, de l'aéroport jusqu'à Bambali, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas pu y arriver, peut-être son travail ne l'a pas permis ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui reproche, mais juste, le plaisir pouvait être mieux s'il était là, quoi. Parce que ce n'est pas facile aussi d'être le meilleur parmi les meilleurs. Et ça, il l'a eu. Parce qu'il a été avec des concurrents qui sont très très forts à leur poste, mais il a su réussir à se battre comme il le fallait pour ensuite devenir le meilleur de l'Afrique. Voilà, donc c'est sur cette réaction de ces Sénégalais que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.